Bonjour à tous, alors je vous propose pour ce cours du mardi 5 mai de terminer ce cours de mécanique du solide par un petit paragraphe qui va concerner ici l'étude de la mécanique des solides déformables et ensuite je vous propose la correction des deux premiers exos de la fiche de TD. D'accord? Donc on y va, on termine ce chapitre de mécanique du solide, c'est le cinquième temps, d'accord? Il s'agit d'une ouverture ici à la mécanique des solides déformables. Ouverture à la mécanique des solides déformables. C'est-à-dire que voilà, ici on va s'écarter du modèle ici utilisé jusqu'à présent. Ici la mise en rotation d'un solide homogène et indéformable autour d'un axe de rotation. Là, le solide considéré sera un solide déformable. Donc là, en fait, ça se base sur une expérience que je fais tous les ans en cours, que je ne ferai pas cette année, ici malheureusement. Expérience que vous pouvez retrouver également, vous tapez sur Google dans l'espace vidéo, l'expérience du tabouret d'inertie, vous allez retrouver cette expérience qui ici est ultra classique. Donc expérience du tabouret d'inertie. Alors, en quoi consiste cette expérience? Donc on va partir de cette expérience pour ici élaborer un constat qu'on va tenter d'expliquer grâce au théorème du moment cinétique scalaire. D'accord? Donc on y va, observation. Observation. Alors, ici un tabouret d'inertie. Ici je vais faire un magnifique schéma. D'accord? Je vais partager en deux. D'accord? Il y aura deux configurations. D'accord? Voilà, en fait, voilà. Deux configurations et je vais considérer un tabouret d'inertie. Alors ce tabouret d'inertie, c'est en fait ici uniquement on prend une chaise de bureau. En fait, on prend une chaise de bureau ici, voilà, comme ceci. Donc ça c'est le pied. Oh pardon, vous voyez pas. Le pied de la chaise de bureau, d'accord. Et je vais mettre ici un dossier, d'accord. Voilà. Donc schématiquement, voilà, j'ai ici en rouge un tabouret d'inertie, d'accord, pivotant. Donc on aura une liaison pivot, ici parfaite, donc il n'y aura aucun frottement sec, on suppose qu'il n'y a aucun frottement. En fait, il y en a quand même ici légèrement qui vont ralentir la rotation. Alors, l'axe OZ, ici, voilà, on suppose que voilà, ce tabouret est capable ici de pivoter sans frottement autour d'un axe OZ. D'accord? Et cet axe OZ, c'est en fait un axe de rotation delta. D'accord? Et chaque année, cette expérience, ici, on a la chance de la faire en cours. On va prendre, je vais faire au crayon de bois, donc schématiquement, je prends un ou deux étudiants ici, successivement, et non pas simultanément, d'accord? Un étudiant sur le tabouret, d'accord? Donc très schématiquement, d'accord, vraiment schématiquement, hop, hop. Alors ça, son bassin, voilà. On va prendre quand même un étudiant ou une étudiante, voilà, ici, possédant une certaine largeur d'épaule. Pourquoi? Puisqu'en fait, il y aura des haltères. Ouais, une expérience de musculation. Expérience de musculation, en effet. D'accord, voilà, ça, c'est ses jambes, d'accord, c'est ressemblant, non? Ici, voilà, jambes, ses pieds. Et ce qu'il faut, voilà, donc là, dans l'axe, voilà, cou très très fin, voilà. Et ce qui m'intéresse, voilà, très schématiquement, après, je sais que vous ferez beaucoup mieux que moi. Vous ferez beaucoup mieux que moi. C'est vrai que ça ressemble pas à grand chose, vraiment pas. Ce qui est important, c'est qu'on va lui faire un peu de muscu ici à cet étudiant. On va lui donner deux haltères ici. Donc un haltère ici dans chaque main. Voilà, un premier haltère, un second haltère. En fait, soit je ramène des haltères ici, des haltères légers, hors de question de prendre des haltères de 32 kg ici. On va prendre des haltères, voilà, même déjà de 4-5 kg, bras tendus comme ça. Voilà, c'est pas si évident. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc là, bras tendu. Alors le centre de masse, on suppose que le centre de masse ici, voilà, est pile poil, on suppose, ici sur l'axe de rotation OZ. D'accord? Donc, on part de cette configuration bras tendu, et en fait, on va initier légèrement, mais très légèrement le mouvement de rotation. D'accord? En fait, voilà, il part d'une configuration bras tendu, et
quand l'étudiant est dans cette configuration bras tendu, alors bien sûr, il faut lui communiquer initialement une petite vitesse angulaire de rotation initiale. La rotation, en fait, elle est lente. On constate que lorsque l'étudiant est bras tendu, la rotation ici du système étudié, alors système étudié, ce sera l'étudiant, d'accord? Les haltères, le tabouret d'inertie, on considère que voilà, la rotation du système est lente. Voilà, elle est lente. Plus lente que lorsque, voilà, à un instant donné, on dit, allez, c'est bon, allez, tu replies tes bras. Et en fait, d'accord, donc, lorsque l'étudiant va replier ses bras, la rotation sera beaucoup plus rapide. Donc, vous comprenez l'intérêt du jeu. Donc, pour nous, c'est un jeu, c'est amusant. On part d'une configuration bras tendu, avec un haltère dans chaque main, un haltère de 5 kg, d'accord. On impose une légère vitesse angulaire de rotation initiale, d'accord. Donc, tant que l'étudiant est bras tendu, la rotation est lente, d'accord. Mais dès que l'étudiant ramène les bras vers lui, donc rapproche les haltères, en fait, de quoi? De l'axe de rotation, là, c'est assez fulgurant. Assez impressionnant, la vitesse de rotation, elle augmente, ici, de manière assez significative. Donc la première configuration, bras tendu. Deuxième configuration, c'est de reprendre le même type de schéma. D'accord, voilà. Donc je vais refaire ici le tabouret d'inertie à droite. Voilà. Ici, donc tabouret d'inertie sur lequel est placé le ou la même étudiante, d'accord. Voilà. Donc j'avais fait quelque chose comme ça. Ici, le bassin. En fait, c'est ça qui ressemble à rien, en fait. Tac, tac, tac. Voilà, tac, tac, tac. On a la ligne d'épaule ici. Voilà. À peu près ici. Ok. On redescend ici. Voilà. 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 Là. Et ce qu'on va faire, c'est que, voilà, on va, tac, tac, ramener les haltères. Voilà, ça, c'est ce que c'est compréhensible, j'espère pour vous. Donc je replie on replie les bras, d'accord. Ouais, large d'épaule quand même, hein. Donc, une petite tête, mais large d'épaule, bon, désolé, le schéma n'est pas du tout, reflète pas du tout à la réalité. Et les haltères, voilà, on comprend les mêmes haltères, ici, on les rapproche de l'axe de rotation, comme ceci. Voilà. Ok. Donc là, c'est bon. Un premier, un second. L'axe de rotation, pareil. Ouf, bon, bon, ça va. Hop, hop, hop. Ici, l'axe delta, axe autour duquel le système effectue une rotation, plus ou moins rapide. Même là, je peux ici. Voilà. Faire figurer la rotation. D'accord. Voilà, donc là, on voit clairement la différence entre la configuration bras tendu et bras repliés. Le centre de masse, le point G ne bouge pas. C'est bon. Donc la deuxième configuration, bras repliés. Lorsqu'on a les bras repliés, ici, on remarque que la rotation du système est rapide. Beaucoup plus que lors de la première configuration, on est bras tendus. D'accord? Donc j'espère que vous ferez beaucoup mieux que moi. Je pense que ouais, ça va pas être dur. Et ici, faire beaucoup sur ce schéma. Et en fait, le jeu, c'est assez rigolo, mais c'est assez fatigant quand même pour l'étudiant. Après, ça dépend, si vous prêtez au jeu ou pas. Et en fait, on alterne. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait voilà, bras tendu, bras replié, on repasse à bras tendu, bras replié, bras tendu, bras replié. Et en fait, voilà, c'est quand même assez fatigant de ramener les haltères ici vers ici l'axe de rotation. Et ça met clairement, on voit clairement la différence de vitesse, de changement de vitesse. D'accord? Donc, on y va. Après ces magnifiques schémas, comment expliquer cette variation de vitesse, Comment peut-on expliquer, encore je remonte un tout petit peu pour que tout le monde puisse voir, ce changement ici de vitesse angulaire. Alors, bon, là, après la phase d'observation, phase de manip, assez rigolote en cours, on définit le système étudié. Alors, le système en mécanique ici, il s'agit de l'étudiant, d'accord, l'étudiant ici de PCSI, un tabouret d'inertie, donc on a ici au labo une chaise qui fait très bien l'affaire, d'accord, et des haltères, allez, de 5 kg, d'accord, ça suffira largement. L'ensemble est considéré, l'ensemble étudiant, tabouret, haltère est considéré comme un solide déformable. Ça, c'est très important. Pourquoi déformable?
Là, on le voit clairement, hein, entre les deux configurations, on ramène les haltères ici, hein, le long de l'axe de rotation. Donc le système se déforme au cours du temps. Donc système déformable en rotation autour de l'axe fixe delta orienté par son vecteur unitaire E delta. Donc l'axe delta, c'est l'axe OZ, hein, j'avais noté. L'étude est menée dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Rappelez-vous, ensuite on effectue un bilan des actions mécaniques extérieures. Forcément le poids du système ici. Donc là, on suppose, hein, ces haltères de 5 kg, l'essentiel, hein, ici de la masse est concentré sur l'étudiant. Donc le poids s'applique au point G. Hein. Considérez le point G, c'est le point G là. D'accord. Donc on y va. Le poids, toujours la même phrase, j'essaie de la reprendre, le poids P, s'applique au centre de masse G. Au centre de masse G. Et de moment résultant par rapport à l'axe delta, ici, nul. Pour la même raison, on trouve la configuration ici, hein, classique, où le poids s'applique en G, ouais, sauf que l'axe de rotation passe par le point G. D'accord. Donc ici, directement, on peut noter, hein, voilà, m delta du poids égale à 0. D'accord. Alors pareil, si vous le souhaitez écrire, le produit mix, écrivez le produit mix, hein, ça fait OG vectoriel, ici, MG, d'accord, le tout scalaire Z. D'accord. Donc le moment résultant est nul. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On va avoir ici, la vitesse angulaire est suffisamment faible pour négliger les frottements fluides exercés par l'air sur le système. Frottement fluide négligé. Et on peut également dans cette manip, hein, d'accord, c'est peut-être l'hypothèse la plus critiquable, c'est la liaison pivot parfaite. D'accord, donc là, on suppose, hein, une liaison pivot parfaite, d'accord, telle que, voilà, le moment résultant, ici le couple, ici, soit nul. Donc on va négliger ici les actions tangentielles, d'accord. Rappelez-vous, exercé par le stator sur le rotor, la partie statique sur la partie mobile. Donc là, tel que gamma égale à 0 pour une liaison pivot parfaite. Bon. Là, vous voyez où je veux en venir. Ouais. Parce que si on applique le théorème du moment cinétique scalaire, bon, qu'est-ce qu'il apparaît? Il apparaît que la somme des moments des forces extérieures est nulle. Ouais. Donc on rappelle l'expression quand même du moment cinétique scalaire. D'accord. Ici. Donc également valable, d'accord, on suppose qu'il est également valable pour un système déformable. Voilà. Ici, il se réduit à quoi? Alors oui, je ne vais pas noter, mais ça, la dérivée temporelle du moment cinétique scalaire du solide S déformable en rotation de delta, vous le savez, c'est J delta θ point point. J delta θ point point, d'accord, est égal à 0 à J delta θ point point égale à 0. D'accord. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ici, ça veut dire que, en fait, ça veut dire voilà, que le moment cinétique est constant. Ça veut dire que J delta θ point est constant. J delta est un constant indépendant du temps. La seule grandeur qui dépend du temps, c'est ici un θ point point, l'accélération angulaire. Donc c'est-à-dire deux choses tout à fait équivalentes. Hein. C'est-à-dire que le moment cinétique scalaire du fluide S déformable reste constant au cours du temps. D'accord. Et on peut dire également, ce qui est équivalent, hein, c'est la même chose, au fait que J delta θ point, qui est en fait moment cinétique scalaire, hein, est constant en fait. Hein. D'accord. L delta de S, c'est J delta θ point. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour le solide. S déformable, pareil, en rotation autour de l'axe delta. D'accord. Voilà, donc là on a conservation de cette quantité-là. Qu'est-ce qui peut expliquer ici l'augmentation de la vitesse angulaire de rotation dans la configuration bras replié? Ça c'est très simple. On va traduire ici la conservation de cette quantité J delta θ point entre ici les deux
configuration. D'accord? C'est-à-dire que finalement, voilà, dans les configurations, donc on traduit finalement, je vais le noter, hein, la conservation du moment cinétique scalaire du solide S déformable, d'accord, entre les configurations. Alors, on va noter bras tendu. Alors, j'ai noté configuration T, d'accord, et bras replié, la seconde configuration, configuration R, pour être logique. Donc, on traduit la conservation ici du moment cinétique scalaire du solide S déformable entre ces deux expériences. C'est-à-dire qu'on aura finalement ici, alors attention, hein, ici j'ai delta indépendant du temps, mais en fait, attention, hein, ici quand j'ai intégré oui, mais en fait, entre ces deux manips, le moment d'inertie système va être modifié, parce que les haltères se rapprochent de l'axe de rotation. C'est-à-dire que là, il y a un petit piège dans la notation, attends, une petite subtilité, c'est que le moment d'inertie du système étudié, hein, d'accord, hein, étudiant, tabouret et haltère, est différent dans les configurations bras tendu, bras replié. C'est-à-dire qu'ici, il faudra faire attention, il ne faudra pas écrire J delta θ.t égale J delta θ.r, mais JT, moment d'inertie du solide dans la configuration bras tendu, fois vitesse angulaire dans la configuration bras tendu, égale moment d'inertie configuration bras replié, fois vitesse angulaire dans la configuration bras replié. D'accord? Voilà. Les deux moments d'inertie ne sont pas égaux. Hein. Ouais. En effet, vous savez que ici, un moment d'inertie, c'est la somme sur I des MI et RI carré. Ouais. C'est-à-dire que finalement, le moment d'inertie dans la configuration bras replié sera inférieur au moment d'inertie de la configuration bras tendu, puisque les haltères se rapprochent de l'axe de rotation dans cette configuration. D'accord? Donc ici, il est important de voir que le moment d'inertie du système étudié dans la configuration bras replié est inférieur au moment d'inertie du système dans la configuration bras tendu, puisque les haltères, d'accord, se rapprochent de l'axe de rotation delta dans la configuration que j'ai notée R. D'accord? Dans la configuration que j'ai notée R. C'est-à-dire que voilà, la contribution au moment d'inertie ici, voilà, va diminuer. Bon, bah une fois, regardez ça, c'est intéressant. On vient de montrer que le moment d'inertie, donc notez JR, JR inférieur à JT, sachant que JT θ.t égale JR θ.r, d'accord? Donc là, ça implique une relation d'ordre entre les vitesses angulaires de rotation, d'accord? Donc si JR inférieur à JT, on en déduit alors que la vitesse, pardon, je vais peut-être le remettre, si JR inférieur à JT, forcément, pour respecter cette équation, cette égalité, il faut nécessairement que θ.r soit supérieur à θ.t. Voilà. D'accord? Là, je place, je note en dessous, ici. Voilà, on en déduit alors. Voilà, une relation d'ordre sur les vitesses angulaires de rotation, qui est supérieure dans la configuration bras replié, ce qu'on a constaté, hein, par rapport à la configuration bras tendu. Voilà. Donc on retrouve les constatations expérimentales. Voilà. D'accord, en appliquant simplement le théorème du moment cinétique scalaire après avoir effectué un bilan complet des actions mécaniques extérieures. D'accord? Bien. Maintenant, ce qu'on peut faire également, ce qui est important de voir, c'est le théorème du moment cinétique scalaire nous donne en fait finalement une relation d'ordre sur les vitesses angulaires de rotation, mais il faut savoir qu'on peut également apporter ici un point de vue ou un éclairage énergétique qui va permettre de conclure sur ce chapitre. D'accord? Donc éclairage ici énergétique. Voilà. Éclairage énergétique. Donc après avoir appliqué le théorème du moment cinétique scalaire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut évaluer. D'accord? Donc évaluons ou calculons ici. Donc évaluons la variation finie.
donc la variation ici, finie, d'énergie cinétique, de rotation du système étudié, d'accord, entre les deux configurations, ici, initiale, tendue, repliée, on va dire, finale. Donc on évalue une variation finie, donc une variation, voilà, d'un delta EC S dans R, variation finie d'énergie cinétique. Donc ça sera, alors je vais garder la même notation que les indices, d'accord, j'ai noté R et T, donc on suppose la configuration finale, c'est configuration bras replié, ouais, donc ECR moins énergie cinétique de rotation du système de la configuration bras tendu, configuration initiale. Alors l'énergie cinétique de rotation, vous savez, c'est 1 demi de J delta θ point carré qu'on adapte ici aux notations, ça fait 1 demi, ouais, JR θ point R carré moins 1 demi JT θ point T carré. D'accord? Qu'est-ce que l'on peut faire? En fait, vous savez que les vitesses angulaires de rotation, ici, dépendent l'une de l'autre. Hein, d'accord? On l'a vu, une relation entre les deux. En fait, on peut ici réexprimer. Hein. Ici, voilà, θ point T égale, donc soit on va noter équation 1. Donc, on rappelle ici la conservation du moment cinétique scalaire. Voilà, JT θ point T égale JR θ point R. D'accord? Ça nous donne finalement, par exemple, θ point T. θ point T, c'est quoi? C'est JR θ point R sur JT. D'accord? Voilà. Que l'on remplace, par exemple, dans 1 pour évaluer toujours la variation finie d'énergie cinétique de rotation du solide S déformable, d'accord, du système déformable, tout simplement. Donc, on aura 1 demi JR θ point R carré moins 1 demi JT θ point T carré. Donc, ça nous donne JR carré θ point R carré JT carré. Ok. Alors, donc ça reste pareil. JR θ point R carré moins 1 demi. Ce que l'on peut simplifier simplement, ce sera le JT. JT passe au numérateur. Donc 1 demi de JR carré divisé par JT fois θ point R carré. Et voilà, le facteur commun ici, 1 demi de JR θ point R carré, 1 demi de JR θ point R carré. D'accord, attention, il restera un JR, il faudra faire gaffe dans le deuxième terme. Donc on aura 1 demi de JR θ point R carré, facteur de 1. Et attention, il me reste un JR, moins JR sur JT. D'accord? Je vérifie. Ok, c'est bon. Or, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que JR, ici, est inférieur, donc moment d'inertie dans la configuration bras replié, JR inférieur à JT. C'est-à-dire, le rapport JR sur JT inférieur à 1. Si ce rapport est inférieur à 1, la variation d'énergie, donc là, ce terme-là, ici, vous voyez, c'est inférieur à 1, on aura forcément, ici, une grandeur qui sera également positive. Ça, c'est positif, strictement. D'accord? Et donc, voilà ce qu'il faut retenir. Bilan de cette étude énergétique. D'accord? Ça, pour l'expression littérale, certes, est important. Ce qui est important, c'est le signe, finalement. Voilà, je voulais aboutir à ça. La variation finie d'énergie cinétique de rotation du solide S déformable, elle est strictement positive. D'accord? Alors ça peut sembler être paradoxal. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système déformable, en fait, il gagne de l'énergie
D'accord? Ça veut dire que EC final est supérieur à EC initial. Hein, d'accord? Gagne de l'énergie cinétique de rotation. Donc le système déformable gagne de l'énergie cinétique de rotation. Donc il gagne de l'énergie, qui ici est une énergie cinétique de rotation. Oui, bah ça peut sembler paradoxal parce que... D'accord? Pourquoi? Parce que le poids, le travail du poids est nul. Bah, sa puissance instantanée, hein, sa chose est nulle. Liaison pivot idéale, de puissance nulle également. C'est-à-dire que là, dans le bilan des actions mécaniques, dans toutes les actions mécaniques recensées, il n'y a aucune qui, a priori, fournirait un travail, ici, qui pourrait justement faire gagner de l'énergie cinétique à notre système déformable. Ça, on va noter ça, semble être paradoxal. C'est-à-dire que la puissance instantanée du poids est nulle. À tout instant, la puissance instantanée du poids est nulle, première chose. Alors rappelez, on va quand même le rappeler, la puissance P du poids P dans R, rappelez-vous, c'est le moment scalaire du poids fois θ point. Le moment scalaire est nul, la puissance instantanée, elle est nulle. Hein. Est nulle également, pardon. Ici, première chose, et également, on a une liaison pivot parfaite, d'accord, idéale, de puissance nulle. Également, d'accord, puisque, je vous rappelle, le couple gamma est nul également. Donc ça peut sembler être un paradoxe. Pas paradoxe. D'accord? Oui, parce que dans toutes les actions mécaniques extérieures, que l'on envisageait, aucune ne permet d'expliquer ce gain d'énergie cinétique. En effet, hein, je vous rappelle, important, dans le BAM, j'ai le E de BAM qui veut dire ici, donc ici, extérieur. Hein. Dans le bilan des actions mécaniques extérieures, on fait, comme ça indique, le bilan des actions mécaniques extérieures au système. C'est-à-dire qu'en fait, on a oublié quelque chose. Ouais, ce gain d'énergie provient bien de quelque part. D'accord? En fait, il provient de forces qu'on n'a pas envisagées, d'accord, dans le bilan des actions mécaniques extérieures, qui fournissent un travail, qui fournissent une puissance qui permet cette augmentation d'énergie. Et en fait, il s'agit de quoi? Facile à deviner. Hein. Il s'agit des forces, on va dire, de l'effort musculaire, d'accord, l'effort musculaire exercé par l'étudiant pour plier ses bras. Et en fait, ce qu'il faut prendre en compte pour un système déformable, ce sont les forces intérieures qui ici fournissent une puissance non nulle. D'accord? C'est-à-dire que là, voilà, c'est notre conclusion pour terminer ce chapitre de mécanique. C'est d'ailleurs qu'on a un système déformable, c'est le cas ici, d'accord? Il ne faut pas oublier de prendre en compte les forces intérieures qui fourniront, dans ce cas présent, une puissance non nulle. D'accord? Donc là, voilà, ici, on va rajouter, il faut prendre en compte donc dans ce cas, il faut prendre en compte ici, j'ai dit quoi? Les forces, on va dire, ouais, les forces, j'ai dit l'effort. Bon, l'effort, un effort ou une force musculaire, voilà, les forces musculaires exercées par l'étudiant d'accord, qui fournissent une puissance non nulle, puissance ici motrice, ici, d'accord, ce sont en fait, voilà, ici, ce qu'on qualifie de force intérieure. Au système déformable. Ce sont les forces intérieures. D'accord? Donc on rentre dans la catégorie du système physique un peu plus concret, un peu plus réel, hein, plus proche de nous. D'accord? Donc ce qu'il faut retenir, voilà. Lorsqu'un système se déforme, les forces intérieures, donc il y a une déformation du système, il faut prendre en compte les forces intérieures, fournissent une puissance non nulle
fournissent une puissance non nulle. D'accord? Et dans ce cas, le théorème de la puissance cinétique, qui prend en compte toutes les forces extérieures et intérieures, ainsi que le couple extérieur, d'accord? Dans ce cas, le théorème de la puissance cinétique se réécrit, pareil, une nouvelle fois, j'insiste sur le système déformable, donc ça se réécrit pour un système déformable. Il se réécrit comment? Est-ce que j'aurai cette place-là sur le... Ouais, on y va. Donc la dérivée temporelle d'énergie cinétique de rotation ici du solide S autour d'un axe fixe. Qu'est-ce qu'il y a? Alors je reprends, rappelez-vous, j'avais somme sur I, des puissances, des forces extérieures. Vous voyez, à chaque fois j'ai mis F extérieur. Ben là ça prend tout son sens. Somme sur I des puissances des forces extérieures. J'avais rajouté somme sur J, des puissances des couples extérieurs. Ce que je vais rajouter ici, une somme sur K par exemple, d'accord, somme sur K, des puissances des forces intérieures. D'accord? Vous voyez? Ouais, enfin vous voyez. En vert, c'est peut-être moins évident. Ici, voilà. L'énoncé complet du théorème de la puissance cinétique pour un système déformable. D'accord? On va rajouter un terme complémentaire. On va rajouter ici l'action mécanique, donc les puissances des forces intérieures qui agissent au sein même du système lorsqu'il se déforme. D'accord? Voilà. Autre exemple de système déformable. D'accord? Autre exemple. D'accord? Voilà. Tout ce qui est pirouette. Tout ce qui est pirouette pour le patinage artistique. D'accord? Également pour les plongeurs également. Ici, tout ce qui concerne les acrobaties, ici, lors des plongeons. Donc là, je vais prendre l'exemple de du patinage artistique. Donc par exemple, c'est le passage ici d'une pirouette. Passage d'une pirouette. Alors, je me suis renseigné, une pirouette arabesque à une pirouette debout. Voilà. Pour une patineuse, on retrouve la même configuration, d'accord? On constate une nette augmentation de la vitesse angulaire de rotation de la patineuse lorsqu'on passe d'une configuration à une autre. Pareil pour les plongeurs, d'accord? Alors c'est pas les plongeons classiques tels que nous faisons, je pense, d'accord? C'est vraiment pareil lorsqu'il y a des figures acrobatiques d'une pirouette à une autre, voilà, on permet d'augmenter ou de diminuer la vitesse angulaire de rotation, d'accord? Et un peu plus physique, on va dire, dans le domaine astrophysique, les étoiles également, ici à neutrons, d'accord? Les pulsars rentrent dans cette catégorie de système déformable où il faut prendre en compte l'action mécanique des forces intérieures, d'accord? Et voilà, c'est fini. C'est fini. Voilà, fin de la mécanique. D'accord? Fin de la mécanique. Déjà. Après, il y a pas mal d'exos qui nous attendent. Là, ce que je vous propose, c'est d'en corriger peut-être un ou deux à la suite. Après, on va commencer la thermo. La thermodynamique, le prochain chapitre, d'accord, le cours de jeudi prochain, jeudi 7 mai, c'est ça. C'est un poli de cours, donc ça va aller vite. C'est des notions, des définitions que vous avez certainement vues avec Monsieur Parent sur les systèmes étudiés, sur les échelles d'études. Donc on va parler d'échelles mésoscopiques, des systèmes ouverts, fermés, isolés. Voilà, de certaines transformations, des équilibres thermodynamiques, d'accord, des états stationnaires, des paramètres d'état, des fonctions d'état. Et après, on abordera tout ce qui est description microscopique, définition de température, pression pour un gaz, d'accord, à cette échelle, d'accord. Donc, le premier chapitre de thermo, il n'y a pas d'exo. Donc, en fait, on va continuer les exos de méca, même durant le début de la thermo, d'accord. Voilà. Donc, pareil, là, je pense qu'on est parti sur, sur un mois de thermo et un mois d'induction, d'accord. Un mois de thermo, un mois d'induction. D'accord, classiquement, c'est ce que je fais habituellement en fin de sup, comme Monsieur Lefebvre, également arrive au même point. On a terminé la méca début mai, ensuite on enchaîne sur la thermo et l'induction. D'accord, sachant que l'induction va me prendre moins de temps que d'habitude, parce qu'il n'y aura pas forcément de manip à faire à distance. Donc voilà.
Ok, donc voilà pour la fin de la mécanique, mais voilà, pareil, on fera des exos régulièrement, tout comme on va revenir, hein, je vous donnerai de temps en temps des petits polis de révision, des petits exos, des petits problèmes sur l'optique, l'élec, d'accord, la mécanique, d'accord, dynamique, pour se refaire la main sur ces exos, ce qu'on oublie assez vite, d'accord. Il est con, quelle heure? 35 minutes. Allez, deux petits exos, on regarde ensemble. Par contre, j'avais déjà corrigé entièrement, donc je vais pas le reprendre en temps réel. Les exos 1, ouais, j'avais complètement corrigé. Ouais, j'ai fait, ouais. Donc, ok. Bon, j'ai pas prévu de faire ça, mais c'est pas grave. Alors, la chute d'un arbre. Alors, on reprend ensemble. J'espère que vous avez eu le temps d'étudier cet exo sur la chute d'un arbre. Voilà, je vais directement le mettre ici pour gagner un peu de temps. L'exo 1. Alors, pareil, donc je ne vais pas aller trop vite, hein, d'accord. Pareil, donc vous mettez en pause, vous prenez le temps hein, de recopier ici hein, ce que j'ai noté. Donc là, j'ai fait une correction qui est complète, hein, vraiment très complète de cet exo. Et en fait, voilà. Alors, j'ai repris l'énoncé, en fait, on assimile un arbre à une longue tige homogène. Donc l'arbre, il est là, d'accord. La longue tige homogène en vert, de longueur L, donc la longueur totale L, de masse M, en rotation autour d'un axe fixe OZ, et on vous donne son moment d'inertie. Donc ça, c'est l'énoncé, d'accord. Donc on rappelle le modèle, d'accord. C'est-à-dire que là, finalement, le solide S supposé homogène indéformable, bah, ça sera une longue tige de longueur L, de masse M, en rotation autour de OZ, et de moment d'inertie, J égale 1 tiers de ml carré. Vous voyez qui est donné. Là, on trouve un moment d'inertie de la forme hein, J égale delta égale somme sur I des MI et RI carré. On trouve bien à chaque fois le produit caractéristique masse fois le carré d'une distance. Ok. Alors le schéma, je m'explique le schéma. Faites très attention dans la mesure où regardez le plan repérage cartésien. J'ai pris un axe OY pour l'axe abscisse, un axe OX pour l'axe des ordonnées. Donc j'ai un trièdre direct, EX, EY, EZ, ou si vous mettez X, Y, Z, le pouce selon la verticale, Y dirigé vers la droite, l'axe Z est dirigé vers l'intérieur. Hein, d'accord. Donc faites attention à l'axe OZ. L'axe OZ ici dirigé non pas vers vous, mais vers l'intérieur de la feuille. D'accord. Ou l'axe OZ est confondu avec l'axe delta. EZ égale E delta. Je place les vecteurs unitaires de la base cartésienne, hein, pardon, EX, EY. D'accord. Le tout mobile dans un champ de pesanteur terrestre subuniforme. Ça permet d'anticiper sur le fait que le poids, blablabla, s'applique en G. D'accord. On vous donne les conditions initiales. On suppose qu'à t égale à 0, l'arbre fait un angle θ0 de 5 degrés avec la verticale. En fait, ça me permet de repérer hein, la position de l'arbre à chaque instant. Ouais. Donc si on vous dit ça, à l'instant initial, l'arbre est repéré par θ0 égale 5 degrés, c'est-à-dire qu'à tout instant, la position de l'arbre est repérée par l'angle θ de t, l'angle orienté entre le vecteur unitaire EX et OG. D'accord. Voilà. La vitesse angulaire initiale est nulle. D'accord. Voilà. Donc on est bien dans le modèle, vous voyez, je précise, on est bien dans le modèle d'un solide homogène, indéformable, en rotation autour d'un axe fixe delta égale OZ. Ok. Bon. Alors, première question, établir l'équation de mouvement de chute de l'arbre. Donc, établir l'équation de mouvement de chute de l'arbre, on vous donne un moment d'inertie. Bon, là, vous l'avez vu hein, récemment, deux outils, théorème du moment cinétique scalaire ou théorème de la puissance cinétique, qui est certes un peu plus long, puisqu'on retrouve le théorème du moment cinétique à l'intérieur du théorème de la puissance cinétique. Donc là, j'utilisais le théorème du moment cinétique scalaire. Donc le système, je remonte un tout petit peu. Le système est bien le solide S, homogène indéformable, en rotation autour de l'axe fixe delta égale au Z qui est dirigé vers l'intérieur de la feuille. Dans le bilan des actions mécaniques extérieures, on retrouve le poids. Le poids s'applique au centre de masse G. Attention, ouais, le centre de masse, il est où? Il est là. Le point G, il est au centre de la tige. Hein. Donc le point G, il est en L sur 2. D'accord. On a une tige homogène, donc centre de masse, distribution de masse uniforme. Le point G est au centre de la tige en L sur 2. Le poids est ici. Il s'applique en G, vertical descendant, tout comme le vecteur G. D'accord. Une fois qu'on a placé le poids P, on peut estimer le moment résultant par rapport à l'axe de rotation delta. Donc rappelez-vous, comme tout moment scalaire, pour toute force qui s'applique de manière orthogonale à l'axe de rotation delta, c'est plus ou moins, c'est une grandeur algébrique, hein, plus ou moins le bras levier fois la norme de la force poids. Bon, le bras de levier il est où? Rappelez-vous, pour le bras de levier, je prends ici le poids P,
Je fais figurer sa droite d'action, droite qui passe par G et qui est portée par le vecteur poids, oui, cette droite d'action. Et ensuite, je dois projeter le point O, qui appartient à delta, sur la droite d'action. J'obtiens le point H. J'ai oublié mon triangle rectangle, pardon, j'ai oublié mon angle droit. Voilà, mon angle droit est ici. Donc le bras de levier du poids s'appliquant en G, le bras de levier il est où? Il est là. Le bras de levier vaut OH. OH égale à D. D'accord? Donc bras de levier il est ici. Maintenant, il faut le relier à θ et à cette distance-là, OG. OG vaut L sur 2. Alors l'angle θ que j'ai ici, je le retrouve là également. Donc là, triangle rectangle, je fais quoi? Je fais un sinus θ. C'est bras de levier divisé par hypoténuse qui vaut L sur 2. D'où un bras de levier qui vaut OH égale L sur 2 fois sinus θ. L sur 2 sin θ, c'est bien le bras de levier du poids s'appliquant en G. Attention ici à la convention de rotation positive. L'axe OZ est dirigé vers ici, hein, comme ceci, vers le bas de la feuille. Donc attention à la convention de rotation. Pour avoir le pouce de ma main droite dirigé vers le bas, il faut que j'effectue une rotation des doigts de ma main, hein, ici, dans le sens horaire. Attention ici. Donc dans ce cas-là, si ma convention de rotation positive elle est comme ceci, bah, le moment scalaire du poids, si je tire sur le poids et si je tire sur le poids, ouais, l'arbre aura tendance à chuter dans le sens horaire, donc dans le sens positif de ma convention de rotation choisie. D'accord? Donc ici, pour la chute de l'arbre, on a donc un moment scalaire du poids qui vaudra plus mgl sur 2 sin θ. Où L sur 2 sin θ, c'est bien le bras de levier du poids. Et mg, la norme du poids d'un arbre de masse petit m. Voilà. Voilà pour le poids. Donc là, rédaction complète sur le moment scalaire, sur le bras de levier. Qui dit bras de levier dit forcément, vous devez le reporter sur le schéma. D'accord? Reporter sur le schéma le bras de levier D égale à OH. D'accord? Et faire apparaître la convention de rotation pour fixer le signe. D'accord? Bon. Ensuite, les frottements fluides sont négligés, ici. D'accord? On ne dit rien, il n'y a aucun frottement fluide, donc on suppose la vitesse angulaire suffisamment faible pour pouvoir les négliger. Et après, n'oubliez pas une réaction du sol, ouais. Ah, l'arbre, il y a une réaction du sol, hein, sur le système. Réaction du sol qui s'applique en haut, en fait. Hein. L'arbre est lié au sol au point O, donc il y a une liaison en haut, mais cette réaction du sol, notée R, je notais vecteur R, en fait, elle s'applique au point d'appui. Et l'exhortation passe par le point O. C'est-à-dire que le moment de cette réaction du sol, d'accord, est égal à 0. D'accord? Voilà. Donc la réaction du sol, qui s'applique au point d'appui fixe O, on vous dit, hein, le point d'appui reste fixe et ne glisse pas. Donc là, on peut simplement dire, voilà, par rapport au point O fixe, point d'appui qui ne glisse pas, le moment de la réaction du sol par rapport à cet axe de rotation est égal à 0. D'accord? Voilà. Donc, seule contribution au moment des forces extérieures, ici j'oublie extérieure, bon, dans le thème c'est scalaire, d'accord, c'est le moment du poids. Donc on aura J delta θ point point égale mgl sur 2 sin θ. D'accord? Ici tout simplement, ce que j'ai fait ensuite c'est exprimer J delta, 1 tiers de ml carré, donc 1 tiers de ml carré θ point point égale mgl sur 2 sin θ. Je simplifie par la masse, je simplifie par L, je vais passer le sin θ dans le membre de gauche pour obtenir un θ point point, d'accord, moins 3,5 de G sur L sinus θ égale à 0. D'accord? Voici l'équation différentielle non linéaire d'ordre 2, d'accord, du mouvement de chute de l'arbre lorsqu'on le scie à sa base. D'accord? Alors ça pareil, j'ai 2-3 sujets de concours hein, qui s'intéressent au mouvement de chute d'un arbre ou de chute de cheminée. Donc pareil, je vous les ferai parvenir durant des séances de révision hein, quand on sera en thermo. D'accord? Il y a quand même 10 exos à faire sur QTT, il y a quoi s'occuper déjà en TD. D'accord? Donc voilà l'équation différentielle du mouvement. Je vous rappelle ici, résolution numérique approchée, d'accord, qu'on pourrait tenter par la méthode de l'air vectorielle, d'ordre 2. Sinon, alors ici, le piège serait de dire, oh bah, on pourrait la résoudre, hein, de manière éthique, dans le cas des faibles oscillations autour de la position d'équilibre stable, on peut dire sin θ équivalent θ, mais attention, on a un signe au moins là. Ne dites pas, ah bah tiens, on trouve l'oscillateur harmonique. Dire θ point point, moins oméga 0 carré θ égale à 0, E del d'ordre 2, caractéristique de l'oscillateur harmonique. Non, ça ne l'est pas du tout. Vous avez un moins qui est ici. Et surtout, là, c'est pas compatible avec le problème. Vous ne pouvez pas dire sin θ équivalent θ. Regardez le schéma. On ne peut pas faire ça. Pourquoi? Bah, θ ne va pas se cantonner aux faibles valeurs. Hein. Θ, il parcourt ici quasiment le cadran. On part de 5 degrés pour finir à combien? À pi sur 2. Hein. Un pi sur 2, c'est pas un angle qui tend vers 0. Hein. C'est pas un angle faible. Hein.
D'accord? Donc là, on ne peut pas dire, voilà, on va linéariser dans le cas des faibles mouvements hein, autour. D'ailleurs, c'est même pas d'oscillation, ça oscille pas, hein, ça mouvement de chute. D'accord? Donc là, on laisse comme ça. D'accord? Voilà. Et ensuite, ici, donc je l'avais noté hein, dans un deuxième temps, voilà, on est ici, résolution numérique. Là, ce qu'il faut ensuite, voilà, c'est établir la vitesse angulaire de rotation. D'accord? Établir la vitesse angulaire de rotation, θ.2t, montrer que, voilà. Alors là, vitesse angulaire de rotation, c'est obtenir θ point. Obtenir θ point grâce à l'équation précédente. Alors pour obtenir θ point, rappelez-vous à partir de cette équation différentielle non linéaire d'ordre 2, je la reprends, ça on l'a déjà rencontré ensemble en mécanique du point. Pour obtenir un θ point, qu'est-ce qu'il faut faire? On va multiplier par θ point avant d'intégrer. Ouais, vous allez voir, on l'a déjà fait 2-3 fois ensemble. Donc ça également, d'accord? Rappelez-vous, on l'a fait pour l'obtenir l'intégrale première du mouvement. Donc là, j'ai l'équation de mouvement différentielle non linéaire d'ordre 2. Je multiplie par θ point, les deux membres de l'équation. Et je fais apparaître les dérivées temporelles. Rappelez-vous, j delta, θ point, c'est la dérivée temporelle de 1,5 de j delta, θ point carré. C'est quoi ça? Moins mgl sur 2 θ point sin θ. Ça, c'est la dérivée temporelle de mgl sur 2 cos θ, égale 0. Donc là, j'ai la dérivée de ça plus la dérivée de ça égale à 0. Donc la dérivée temporelle de ça plus ça est nulle. Donc ce terme-là plus ce terme-là à tout instant est constant. Ce que j'écris en dessous. Relation instantanée. Énergie cinétique de rotation plus énergie potentielle de pesanteur est constante à tout instant. D'accord? Et cette constante à tout instant, cette constante, on peut la déterminer. Et ouais, ici on peut, parce qu'on connaît les conditions initiales. On connaît vitesse angulaire initiale et on connaît position angulaire initiale. Donc ici, on va juste retranscrire le fait que voilà, le membre de droite, la constante, il suffit de prendre la vitesse angulaire θ point en 0, qui est nulle ici. D'accord? Et prendre la position angulaire à t égale 0, qui vaut θ0 égale 5 degrés. D'accord? Donc j'ai toujours à tout instant 1,5 de j delta θ point carré plus mgl sur 2 cos θ égale à quoi? Égale au seul terme qui me reste ici à droite, en mgl sur 2 cos de θ0. La vitesse angulaire de rotation initiale étant nulle. Je fais quoi ensuite? J'exprime j delta, 1 tiers de ml carré. Je simplifie par la masse, par L, divise par 2. Il y a plein de choses qui se simplifient, d'accord? Et je retrouve θ.2t, vitesse angulaire de rotation de l'arbre lors de sa chute, en racine de 3g sur L, cos θ0 moins cos θ2t. D'accord? Ça, il n'y a pas de souci, c'est bien strictement positif. D'accord? Bon. Voilà. D'accord? Alors ça, évidemment, un résultat qu'on retrouve quand vous intégrez par rapport au temps entre t égale 0 et t quelconque. C'est exactement la même chose. Là, j'ai juste repris la démarche de cours pour faire apparaître ici l'intégrale première de l'énergie mécanique, l'intégrale première du mouvement qu'on avait obtenu dans le cas du pendule pesant, rappelez-vous, et du pendule de torsion. Ok? Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a ça, je lui demandais de déterminer le temps de chute de l'arbre. Alors, la durée de chute de l'arbre, finalement, il faut estimer le temps nécessaire pour que l'arbre passe de sa position angulaire initiale, θ0, 5 degrés, à une position angulaire finale, θ finale, égale pi sur 2 radians. Ouais, donc de 90 degrés. Donc là, voilà, le temps de chute nécessaire pour passer de θ0 à θf, sachant qu'on a ceci. Alors là, ça veut dire que c'est pas évident. En fait, il faut le savoir. En fait, θ point, la vitesse angulaire de rotation, rappelez-vous, θ point, c'est quoi θ point? C'est la dérivée de θ par rapport au temps. C'est-à-dire qu'en fait, je vais réécrire le monde de gauche, θ point, c'est dθ sur dt. C'est-à-dire que dθ sur dt égale racine de 3g sur L, cos de θ0 moins cos θ de t à t quelconque. Et en fait, où est-ce que je vais isoler la donnée temporelle, où est-ce que je vais avoir le temps caractéristique? C'est uniquement là, dans le dt. C'est-à-dire que quand je vais intégrer, vous voyez, je vais intégrer par rapport au temps, comme ça j'aurai l'instant final, la durée de chute, et je vais intégrer par rapport à θ, variant de 5 degrés à pi sur 2. C'est-à-dire qu'il faut que je sépare les variables et après j'intègre. C'est ce que je vous ai écrit en dessous. Je sépare les variables. Donc tout ce qui concerne le temps, bon ça c'est une constante, dépend du temps, je laisse ici. Donc tout ce qui dépend du temps, je le mets à gauche. Tout ce qui dépend de θ, je le mets à droite. En effet, donc là, ici, bon, en fait j'ai fait dt là, dθ je l'ai laissé là, et j'ai divisé par la racine, la différence. D'accord? Donc ça, ce membre de gauche ne dépend que du temps, dt, donc j'intégrais par rapport au temps ici, là j'intégrais par rapport à θ. Ça c'est constant.
ça dépend de θ, qui lui dépend du temps également, d'accord, et l'élément d'intégration dθ. Et là, voilà, j'intègre ici, donc de l'instant 0 à l'instant, en fait j'intègre dt, hein, entre 0 et taux, pour avoir taux. J'intègre un dθ sur la racine de la différence, entre θ0 et pi sur 2. Pour isoler le taux, je dois multiplier deux membres de l'équation par racine de L sur 3G. D'accord? Voilà. Application numérique. Bon, on vous donne un arbre de 30 mètres. D'accord? Donc 30 mètres. Divisé, j'ai pris, alors ça c'est un sujet d'oral, sans calculatrice. Donc j'ai pris 3 fois 10, 30, ça fait 1. Et cette intégrale-là, on vous la donne. Hein. Valeur ici numérique, ici approchée, ça fait 5,1. Donc on trouve 5,1 secondes pour la chute d'un arbre de 30 mètres, ce qui peut sembler être cohérent d'ailleurs. D'accord? Voilà. Voilà pour cet exo. La partie la plus délicate, je pense, c'était ici déterminer la vitesse angulaire de rotation, θ point. Donc c'est comme dans le cours en fait, faut y penser, hein, fallait penser à finalement à multiplier l'équation de mouvement par θ point, d'accord, avant d'intégrer, pour obtenir ceci. Et après, séparation des variables, d'accord, intégration pour avoir la durée totale de chute, taux, d'accord, pour que l'arbre passe de 5 degrés à pi sur 2. D'accord? Voilà. Donc ça c'est le premier exo. D'accord? Pareil, hein, là, je vous laisse le temps de reprendre. Là, il me reste uniquement un deuxième exo à corriger. J'en aurai fini pour la séance à proprement parler. Hein. D'accord? Donc pareil, je prends en compte le temps que vous mettez à recopier. Hein. Moi, c'est pas le but de corriger 4 exos pendant 2 heures. Surtout sur ceux-là, c'est les premiers exos, première approche. D'accord? Comme ils sont déjà totalement écrits au propre, j'ai pas forcément envie de les recopier et ça m'aurait encore pris plus de temps. C'est bon, on attaque ici l'exo numéro 2, d'accord? Pareil, il y aura peut-être plus de choses à écrire, donc vous prendrez le temps, vous mettrez sur pause régulièrement pour réécrire ce que j'ai mis sur la correction. Donc, exercice numéro 2, l'approche énergétique d'un pendule pesant. Allez, exercice numéro 2, pareil, approche énergétique du pendule pesant. Là, vous voyez le pendule pesant, on a un système qui est clairement défini. Ce n'est pas la patate du cours, hein, c'est ici, vous voyez, une tige homogène. On reprend l'exemple de la tige homogène, d'accord? Donc le pendule pesant, ici, est constitué d'une tige homogène, indéformable. Ici, toujours représenté en vert, de masse M, de longueur L, en rotation autour de l'axe fixe delta égale à OX. Alors là, pareil, dans le plan cartésien, faites attention, j'ai pris l'axe des abscisses, l'axe OY, l'axe OZ quantifiant l'altitude, d'accord, et verticale descendante. Donc forcément, l'axe OX, ici, également, pointe vers l'intérieur. Il est vertical descendant pour vecteur unitaire ici EX. Donc ça permet, tout comme l'arbre, vous voyez la direction ici du vecteur unitaire EX, de donner la convention de rotation positive qui est dans le sens horaire. D'accord? Comme précédemment. Donc là, le pendule pesant, vous voyez, c'est une tige homogène, indéformable, de masse M, de longueur L, en rotation autour de l'axe fixe delta égale à OX. Et on retrouve la définition du cours, rotation autour d'un axe ne passant pas par le centre de masse G. En effet, définition de tout le pendule pesant, d'accord, solide homogène indéformable en rotation autour d'un axe ne passant pas par son point G. Et c'est le cas ici. La position de la tige est repérée par l'angle, hein, θ de t, qui est l'angle en t entre le vecteur unitaire EZ et OG. D'accord? Donc je rappelle, pendule pesant en vert, ici, longueur L, centre masse G. On donne le moment d'inertie par rapport à l'axe delta, 1/3 de ml carré. D'accord? Voilà. Et ensuite, il y a des questions de cours très simples. La première, on vous demande d'estimer l'énergie cinétique de rotation instantanée. Voilà, ça c'est, voilà, question classique, c'est le grand 4 du cours. L'énergie cinétique de rotation instantanée du système, que vaut-elle? Elle vaut 1,5 de J θ point carré. Donc je remplace le J delta, c'est JOX, ouais, l'axe de rotation c'est OX. Hein. D'accord, l'axe de rotation c'est OX ici, ce ne sera pas OZ. Donc c'est 1/3 de ml carré fois 1,5, ça fait 1/6 de ml carré fois θ point carré. D'accord? Énergie cinétique de rotation instantanée. D'accord? De la tige homogène indéformable. D'accord? Voilà. Ensuite, petite subtilité sur l'énergie potentielle de pesanteur de la tige. D'accord? Là, il fallait faire attention. L'énergie potentielle de pesanteur, rappelez-vous, le poids d'un solide homogène indéformable s'applique au centre de masse. Donc là, il faut prendre ici l'altitude du centre de masse. Hein.
je sais plus si je l'ai dit en cours pour prendre le pesant, je crois que je l'ai dit à l'oral, mais je crois que je ne l'ai pas noté. Dans le plus ou moins mgz plus k intervient z. Z est l'altitude du centre de masse. Donc tout d'abord, il faut repérer le point G et repérer l'altitude du centre de masse. Alors, il est où ce point G? Il est là. Tige homogène indéformable, la tige homogène est là. Le centre de masse, il est où? Il est en L sur 2. OG égale L sur 2. Où est l'altitude du centre de masse? Tac, 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 proche de masse. L'altitude, elle est ici. À un instant T, voici ZG, à un instant T, l'altitude du centre de masse portée par cet axe au Z vertical descendant. Comme d'habitude, vous le savez, on va relier ZG à θ et à L sur 2. Donc là, vous voyez tous que le cos de θ, dans ce triangle rectangle, là, ici, cos de θ, c'est ZG divisé par L sur 2. D'où l'altitude, à un instant T quelconque, du centre de masse, ZG, ça fait L sur 2 cos θ de t. Et l'altitude du centre de masse qu'il faut repérer pour évaluer l'énergie potentielle de pesanteur du solide S. D'accord? Il faut repérer l'altitude du centre de masse. On n'oublie pas K1, au passage. Rappelez-vous, on fixait ici l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur afin d'avoir accès à la constante K1. Toute énergie potentielle est fixée à une constante additive près. Là, le choix le plus simple se situe lorsque θ équilibré égale à 0, c'est logique, lorsque la tige est ici verticale, d'accord, ici comme ceci, donc elle est orientée vers le bas, on est à la position d'équilibre stable, en θ égale à 0, là où on va placer une énergie potentielle de pesanteur égale à 0, nul, d'accord. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, nulle, en θ équilibre stable, ouais, j'anticipe un peu, égale à 0. Attention, on a un cos θ, donc K1 n'est pas nul. K1 vaut plus mgl sur 2. Ah oui, j'ai oublié le moins. Attention, pourquoi un moins? Moins, puisque l'axe OZ, il est vertical, descendant. Blablabla. Bla, bla, bla. Donc on retrouve mgl sur 2, facteur de 1, moins cos θ de t. Voici pour l'énergie potentielle de pesanteur du pendule pesant. D'accord? Voilà. Troisième question. On vous demandait de faire un bilan des actions mécaniques extérieures subies par la tige et de calculer leur puissance. Donc en fait, comme on avait fait ensemble dans l'approche énergétique, dans le bilan des actions mécaniques extérieures, je vais donner le moment résultant et je vais également donner la puissance instantanée. Pareil, on retrouve le poids. Le poids s'applique au centre masse G. Le moment résultant par rapport à l'axe delta, qui est l'axe OX, m delta du poids, c'est plus ou moins, rappelez-vous, le bras de levier fois la norme du poids. Où est le bras de levier? Attention, le bras de levier du poids, ici, on reprend le schéma, bras de levier du poids, qu'est-ce que je fais? Droit d'action du poids. Ici, droit d'action du poids. Le poids s'applique en G. Et je vais projeter le point O, qui appartient à l'axe de rotation OX, sur la droite d'action. Il apparaît le point H, et le bras de levier, il est là. Tac, tac, distance de la droite d'action à l'axe de rotation. Donc on a D égale OH. D égale OH, et ça vous donne quoi? Donc en fait, bras de levier OH, on l'a également ici, ça c'est ça c'est L sur 2, ça c'est L sur 2 sin θ. Pour avoir cette distance-là, sinus θ, ici, sinus θ, ça sera OH divisé par L sur 2. Donc on aura un bras de levier OH qui vaut L sur 2 sinus θ. Bras de levier du poids s'applique au centre de masse G. Et là on compare avec la convention de rotation positive. Ici, on compare avec la convention de rotation positive, avec un axe OX vertical dirigé vers le bas, on aura plus mgl sur 2 sinus θ. Une fois que j'ai le moment résultant, n'oubliez pas de donner la puissance instantanée. Il suffit de multiplier le moment scalaire du poids par θ point, et on aura la puissance instantanée du poids qui s'applique en G. D'accord? Voilà. Donc, puissance instantanée du poids, m delta du poids fois θ point. Donc, on aura mgl sur 2, θ point, fois le sinus de θ. Ok? Ça, c'est pour le poids, qui s'applique au centre de masse. Je donne son moment résultant. Une fois que j'ai m delta du poids, moment résultant par rapport à l'axe de rotation delta, j'en déduis la puissance du poids en multipliant ce moment scalaire par θ point. La liaison pivot parfaite est telle que finalement le couple soit nul. D'accord? Gamma égale à 0. Donc la puissance également, forcément la puissance est nulle. D'accord? On multiplie gamma par θ point. Si gamma est nul, la puissance l'est également. Frottement fluide négligé également ici. Ok? Voilà. Alors cet exercice est quand même complet parce qu'on revient sur les positions d'équilibre stables et instables. D'accord? Et sur les tracés d'énergie potentielle de pesanteur. Voilà. Donc pas compliqué, mais il est complet. Alors,
Dans un quatrième temps, vous demandez d'en déduire les positions d'équilibre et d'étudier leur stabilité. D'accord? Alors, les positions d'équilibre, pareil, vérifie son solution de quelle équation? Bah, θ ec est solution de quoi? Là, il faut que la dérivée d'énergie potentielle de pesanteur du solide S par rapport à θ soit égale à 0 en θ ec. Alors ici, l'énergie potentielle de pesanteur, rappelez-vous, elle est où? Elle est là. C'est du mgl sur 2, facteur de 1 moins cos θ. Donc on a mgl sur 2, moins mgl sur 2 cos θ. Quand on dérive ici, attention, par rapport à θ, et non pas par rapport au temps. Je vous rappelle, quand on recherche les équilibres mécaniques, on dérive par rapport à la variable spatiale. Donc là, le terme mgl sur 2 indépendant de θ, il suffit de dériver par rapport à θ à moins mgl sur 2 cos θ. Le moins est déjà présent, donc on dérive, on aura plus sinus θ. D'accord? Voilà. On se place, je me place directement θ ec. Donc θ ec, solution de l'équation mgl sur 2, sinus θ ec égale à 0. Ce terme-là, différent de 0, on a quelle possibilité? Première possibilité, θ équilibre égale à 0 modulo 2pi. La tige est verticale est orientée vers le bas. Position d'équilibre, en fait, on verra stable. Deuxième possibilité, θ ec 2 égale pi, modulo 2pi. La tige est verticale mais orientée vers le haut. D'accord? Et on verra également c'est un équilibre qui est instable. Logique. Ça se retrouve par le calcul en étudiant le signe de la dérivée seconde. Donc là, pour la stabilité des équilibres, il faut étudier le signe de la dérivée seconde. Donc on va dériver deux fois l'énergie potentielle de pesanteur du solide S par rapport à θ. Donc là, ça me donne un cos θ ec. On en déduit quoi? On va remplacer ici un θ ec 1 par 0 modulo de pi, θ ec 2 égale pi modulo de pi. Donc en 0, ici, cos de 0, ça fait 1. On a mgl sur 2. Produit de trois termes strictement positifs. Conclusion, θ ec 1 égale 0, pareil, 0 modulo de pi, est une position d'équilibre stable. θ ec 2, quand je prends θ ec 2 égale pi modulo de pi, on obtient un signe moins, donc la dérivée seconde est négative en θ ec 2, donc équilibre instable pour les positions d'équilibre. Ici, pi modulo de pi. D'accord? Voilà. Pour la question numéro 4, étude des positions d'équilibre et discussion sur leur stabilité. D'accord? Voilà. Cinquième question, trouver une intégrale première du mouvement et en déduire l'équation du mouvement de la tige. Alors, il n'y a que là, voilà, on ne vous demande pas directement d'appliquer le théorème du mouvement cinétique scalaire pour obtenir l'équation du mouvement, on vous demande de passer par l'intégrale première du mouvement. D'accord? Bon, une autre façon de procéder. Voilà, je vous donne la solution complète ici. Alors là, on est bien dans un cas idéal, un cas vraiment très simple où on n'a pas de frottement sec ni de frottement fluide. Pas de frottement sec, la liaison pivot est parfaite. Pas de frottement fluide. D'accord, on l'a donné dans le bilan des actions mécaniques extérieures. Le système étudié est donc conservatif. Un système conservatif, rappelez-vous, est caractérisé par l'intégrale première du mouvement. L'énergie mécanique du solide, ici en rotation, ça sera l'énergie cinétique de rotation, plus énergie potentielle de pesanteur. Les deux termes, on les connaît. C'est l'objet des deux premières questions. Donc ça, c'est la question 1. 1 sixième de ml carré θ point carré. La question 2, mgl sur 2 facteur de 1 moins cos θ. D'accord? Et la somme de ces deux termes, d'accord, doit être constant à tout instant. Et rappelez-vous, ça vous définit l'intégrale première du mouvement. Pourquoi intégrale première du mouvement? Parce que lorsqu'on la dérive par rapport au temps, on obtient l'équation du mouvement. C'est ce qu'on va faire ici. Ici, on ne vous demande pas d'appliquer de thèmes scalaires. On vous demande de partir de cette équation que vous dérivez par rapport au temps. Alors ça, c'est utile parce qu'à droite, on a une constante et qu'on dérive la constante par rapport au temps, ça fera 0. Donc on dérive par rapport au temps pour avoir l'équation de mouvement. Ici, on dérive par rapport au temps un θ point carré. Bon, on va retrouver un 2 θ point point. Et on dérive ici par rapport au temps. Faites attention, dériver par rapport au temps à moins cos θ, c'est dérivé par rapport à θ à moins cos θ. Ça fait plus sin θ, et ensuite dériver par rapport à θ, dériver θ par rapport au temps, je vais y arriver. D'où le θ point. D'accord? Et à droite, on a bien 0, parce qu'on dérive une constante. On simplifie par les masses m, on simplifie par L, et on rappelle que θ point différent de 0 pour obtenir une équation différentielle. D'accord? Cette forme-là, θ point point, plus 3g sur 2L, sinus θ égale à 0. Vous posez alors la quantité qui est devant ici, le sinus θ, comme étant un grand oméga 0 carré, égale 3g sur 2L.
Ça définit un grand oméga 0, racine de 3G sur 2L. C'est la pulsation propre. Ouais. Pourquoi je note grand oméga 0? Puisqu'en fait, l'énoncé vous impose un petit oméga 0. Ça, c'est la vitesse angulaire initiale. Donc là, attention aux notations qu'on vous impose en énoncé. Fallait pas tomber dans le piège de noter un petit oméga 0 ici, mais notez plutôt un grand oméga 0. Donc ça permet de réécrire, voilà, l'équation différentielle qui est en fait non linéaire d'ordre 2 en θ point point plus grand oméga 0 carré sinus θ égale à 0. Équation différentielle non linéaire d'ordre 2. D'accord? Voilà. Pour la dérivée temporelle et obtenir l'équation différentielle du mouvement. Ça, c'était la question numéro 5. D'accord? La question numéro 6, ici, voilà. Il fallait ici la résoudre dans le cas des petites oscillations autour de la position d'équilibre stable θ ec 1 égale à 0. θ ec 1, j'ai oublié le 1. Donc pareil, dans la même approximation qu'on a vu ensemble, dans le cas des faibles oscillations, donc oscillation de faible amplitude, autour de la position d'équilibre stable θ ec 1 égale 0 modulo de pi, hein, d'accord, j'ai oublié le modulo de pi, bon, j'ai pris seulement pour un tour. L'équivalent sinus θ, équivalent θ est assuré, parce que θ tend vers 0, et on retrouve θ point point plus grand oméga 0 carré θ égale à 0, l'équation différentielle linéaire d'ordre 2, caractéristique de l'oscillateur harmonique. Voilà. Donc on retrouve un cas classique, hein, d'accord, autour de la position d'équilibre stable. Le système ici, conservatif, hein, se comporte comme un oscillateur harmonique. L'amplitude d'oscillation est purement sinusoïdale, de la forme A cos grand oméga 0t plus B sin grand oméga 0t. Alors on vous demande d'avoir A et B, si on peut déterminer A et B, on a les deux conditions initiales. On connaît la position angulaire initiale, θ en 0 vaut 0. Donc θ en 0 vaut 0, ça fait A plus 0 vaut 0. Donc ça fait A vaut 0. Et vitesse angulaire initiale est égale à petit oméga 0. Donc ça va vous donner quoi? Donc seul le terme en cos dans la dérivée sera non nul. Donc ce terme-là sera nul dans la dérivée. Ce sera uniquement en B oméga 0 cos oméga 0t. Donc en 0, ça fait B oméga 0 fois 1 égale petit oméga 0. D'où B égale petit oméga sur grand oméga 0. Voilà. On réécrit la solution, θ de t. La solution particulière est nulle. Ici, vous l'avez vu, je ne l'ai pas dit, mais ça se voit, c'est évident. Donc à tout instant, la solution s'écrit petit oméga 0 sur grand oméga 0, sinus grand oméga 0t. D'accord? Et là, c'est intéressant parce qu'on vous demande finalement de donner une condition pour être effectivement dans le cas des faibles oscillations autour de la position d'équilibre stable. Donc là, on retrouve le cas, voilà, on est dans le cas des oscillations de faible amplitude. Ouais. Alors, quand on dit les faibles oscillations, bien comprendre que si on parle de faibles oscillations, ce sont des oscillations de faible amplitude. L'amplitude d'oscillation, elle est où? C'est le terme qui est devant le sinus. Hein. Ça, c'est l'amplitude d'oscillation. Cette amplitude est faible si oméga sur grand oméga 0, qui est en fait un rapport adimensionné. Hein. Ce rapport-là est très petit devant 1. C'est bon? Ce rapport-là est bien sans dimension. Oscillation de faible amplitude, si ça c'est négligeable devant 1, c'est-à-dire petit oméga 0 négligeable devant grand oméga 0. Grand oméga 0 étant constant. C'est racine de 3G sur 2L. D'accord? Voilà. On voit le sujet quand même complet, parce que là, on va quand même avoir une petite discussion. Voilà, quelle est la condition, finalement, sur la vitesse angulaire initiale? C'est ça, en fait, hein. Faut bien le comprendre. Hein. Dans quelles conditions aura-t-on un comportement d'oscillateur harmonique? La condition porte sur la vitesse angulaire initiale. Il faut que la vitesse angulaire initiale ne soit pas trop grande, et surtout, elle soit, finalement, voilà, donc c'est en fait, je peux le noter ici, hein, donc c'est une condition sur la vitesse angulaire initiale pour avoir un comportement d'oscillateur harmonique. D'accord? Voilà. Et grand oméga 0, ça se calcule. Hein. Il suffit de connaître, on vous donne pas, il n'y a pas d'application numérique dans ce sujet. Ce problème, il suffit de connaître la longueur L de la tige et vous avez ici hein, la condition directement. D'accord? Voilà. Sur oméga 0 qu'il ne faut pas dépasser pour être dans un cas purement harmonique, donc des oscillations purement sinusoïdales. D'accord? Oscillation de faible amplitude. Voilà. Septième et dernière question, d'accord, pour faire le tour de ce sujet, on ne se place plus forcément dans le cas des oscillations de faible amplitude autour de θ ec égale à 0. Dans ce cas-là, on vous demande de faire une étude
énergétique que de montrer, suivant les valeurs de vitesse angulaire initiale, on a deux types de mouvements, et de les décrire, d'accord, et de savoir pour quelle valeur limite, limite de oméga 0, sera-t-on à la limite de ces deux situations. Ben là, c'est une étude énergétique, donc un tracé. Rappelez-vous ce qu'on a fait en énergétique du point matériel, ou même sur les forces centrales. On va tracer l'évolution de l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de θ. Donc il faut tracer un mgl sur 2, facteur de 1 moins cos θ, en fonction de θ. Donc là, pareil, on peut raisonner. Bon, j'ai raisonné ici sur l'intervalle moins pi, pi. D'accord. Bon, il n'y a pas de problème, aussi. D'accord. Qu'est-ce qu'on remarque? Vous prenez la valeur déjà en 0. Cos de 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc l'énergie potentielle pesanteur est nulle en 0. Et ça, c'est bien cohérent avec le choix qu'on a fixé pour l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur. Ensuite, en plus ou moins pi radian, cos de pi moins 1. 1 moins 1, ça fait 1 plus 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc on aura 2 mgl sur 2, ça fait mgl. Donc en pi et en moins pi, on aura une énergie potentielle de pesanteur maximale équivaudra mgl. D'accord? Et ensuite, on reproduit les variations sinusoïdales de l'énergie potentielle de pesanteur. Et là, on retrouve graphiquement le fait que, voilà, là, on a bien un puits de potentiel. Là, on a deux barrières de potentiel, enfin deux maxima de potentiel. C'est deux maxima et le puits, et sous un minimum. Et on trouve bien que θ ici c'est θ 1, je vais noter, θ 2. θ équilibre 1 égale à 0, 0 est bien une position d'équilibre stable, c'est la position d'équilibre stable ici, d'accord. Et plus ou moins pi radian sont deux positions d'équilibre instables, correspondent à deux maxima d'énergie potentielle de pesanteur, alors que 0 c'est bien le minimum d'énergie potentielle de pesanteur. Et ensuite on vous dit de mener une étude énergétique pour montrer les deux types de mouvements possibles. Ça doit vous rappeler, quand on va étudier un profil d'énergie potentielle, ici de pesanteur, ou énergie potentielle effective, qu'est-ce que vous faites? Vous placez vos droites horizontales d'énergie mécanique. Pourquoi ce sont des droites horizontales? Je vous rappelle, droite horizontale, puisque le système, il est comment? Il est conservatif. S'il n'est pas conservatif, vous ne pouvez pas faire ça. D'accord? Donc pour le système conservatif, vous placez vos droites horizontales d'énergie mécanique. Là, je vais prendre deux cas différents. Le cas d'une énergie mécanique relativement faible, relativement faible égale à EM1, et le deuxième cas d'une énergie mécanique EM2 bien plus importante, d'accord, supérieure au maximum d'énergie potentielle de pesanteur, d'accord. Donc là, voilà, et on prend le premier cas, donc le cas où l'énergie mécanique, ici, vous voyez, vaut EM1. C'est-à-dire qu'on suppose, voilà, alors, énergie mécanique faible, c'est-à-dire que initialement, on va le lancer avec une vitesse angulaire initiale relativement faible, d'accord. Donc on est dans le cas, pardon, est-ce que je peux avoir, non, je ne pourrais pas avoir les deux. Donc on est dans le cas ici, premier cas où l'énergie mécanique vaut EM1, on est dans le cas d'une relativement faible énergie mécanique, c'est-à-dire qu'on va lancer avec une faible vitesse angulaire initiale. Et là, on retrouve une trajectoire bornée du système. En effet, ici, on aura deux points d'arrêt, c'est le cas ici, deux points d'arrêt, ici, là où l'énergie cinétique, ici, voilà, tac, de rotation sera nulle en θ1 et en moins θ1. Trajectoire bornée, on aura un état lié. D'accord. Là, on a la zone accessible, zone permise. Au-delà, tout ça, ce sont des zones interdites. Donc, zone interdite ici, zone interdite, zone interdite. Pourquoi? Puisque là, l'énergie potentielle serait supérieure à l'énergie mécanique. D'accord. Bon. Donc, trajectoire bornée, état lié. Et là, on retrouve, comme dans le cours, un mouvement pendulaire. Ouais. Là, quand vraiment on étudie un pendule pesant, on parlera plus de mouvement pendulaire et mouvement révolutif. D'accord. Voilà. Donc là, état lié, trajectoire bornée, mouvement pendulaire, autour de la position d'équilibre stable, θ égale à 0. θ 1, je vais noter θ 1 égale à 0. D'accord. Et d'ailleurs, mouvement pendulaire qui sera purement sinusoïdal, purement harmonique, d'accord. On l'a montré à la question ici, uniquement lorsque oméga 0 négligeable devant grand oméga 0. C'est-à-dire que typiquement, il faudra situer à peu près ici, vous voyez. Lorsqu'on est proche de 0, ici, si vous placez une droite horizontale d'énergie mécanique, par exemple, ici, là, on sera suffisamment proche de l'équilibre stable pour supposer obtenir un comportement de cette heure harmonique. Parce que plus vous vous éloignez, d'accord, et moins le système sera harmonique. D'accord, vous aurez ce qu'on appelle des termes anharmoniques, des termes non linéaires. D'accord,
ça restera périodique, mais ça ne sera plus purement sinusoïdal. Là, vous voyez, l'oscillateur harmonique, hein, les oscillations en θ2t purement sinusoïdales, en A cos oméga 0t plus B sin oméga 0t, on va dire c'est dans ici, hein, dans cette zone-là. Il faut vraiment être proche de la position d'équilibre stable. D'accord ? Deuxième cas de figure, le cas d'une énergie mécanique EM2, on va dire bon, initiale, hein, en fait, parce que l'énergie mécanique se conserve, suffisamment important. Donc là, vous avez une grande vitesse angulaire initiale. Bah, constatez que, voilà, que finalement, il n'y a pas de point d'arrêt. Dire que la tige va faire des tours complets sans jamais s'arrêter. Voilà. On retrouve ce qu'on a vu dans le cours, un mouvement révolutif, d'accord ? Aucun point d'arrêt. Donc la vitesse angulaire ici ne s'annule jamais. Ça, c'est bien compatible avec l'absence de frottement. Pas de frottement sec, pas de frottement fluide. Et en fait, vous voyez, la totalité des valeurs de θ sont accessibles au système. D'accord ? Il s'agit d'un mouvement qualifié de révolutif. Donc ça, pareil, je vous laisse le temps de le noter. Mettez sur pause si besoin. Deuxième cas, énergie mécanique égale EM2. Égale, ça c'est le cas d'une grande vitesse angulaire de rotation initiale. Trajectoire du système où la totalité des angles est accessible. La tige effectue des tours complets dans le même sens sans jamais s'arrêter. D'accord ? Voilà. Pas de frottement. Il s'agit d'un mouvement qui est révolutif. D'accord ? Voilà. Et ensuite, on vous pose la question, donc voyez, surtout bien mettre en évidence, voilà, les deux types de mouvements, deux familles. Un mouvement pendulaire, d'accord, et un mouvement révolutif. Deuxième cas de figure. Et là ensuite, on se place à la limite, j'en ai parlé, c'est la notion de séparatrice du cours, en fait. La séparatrice, vous voyez, en pointillé vert, d'énergie mécanique EM3, d'accord, qui en fait, là, on est tangent à l'énergie potentielle maximale MGL. Je l'ai dit, donc dans le cas d'une énergie mécanique EM3 égale MGL, au maximum d'énergie potentielle de pesanteur, et bien là on a un cas limite de transition entre les mouvements ici pendulaires et les mouvements révolutifs. D'accord ? Donc là c'est la limite. On cherche la limite et on cherche une condition sur la vitesse angulaire initiale pour obtenir ici une séparation entre ces deux mouvements. Donc la limite entre le mouvement pendulaire et le mouvement révolutif correspond à une énergie mécanique initiale de MGL, après le graphe. Donc c'est la séparatrice où en fait la vitesse, on le voit, la vitesse de la tige ici s'annule aux positions d'équilibre instables, plus ou moins pi. D'accord ? Donc pareil, là j'ai oublié, θ ec 2, plus ou moins pi. Donc on cherche oméga c. Donc oméga c c'est la valeur critique finalement, hein, ici limite critique, telle que voilà l'énergie mécanique que je vais communiquer initialement, d'accord, soit égale à MGL, énergie potentielle de pesanteur maximale, pour être à la limite entre, là on le voit bien, entre les mouvements pendulaires ici et les mouvements révolutifs au-delà. L'énergie mécanique à t égale à 0, bah ça je sais estimer, c'est 1 sixième, ml carré θ point carré pris en 0, plus mgl sur 2, facteur de 1 moins cos de θ pris en 0, ça c'est énergie cinétique de rotation initiale, énergie potentielle de pesanteur initiale en t égale à 0, attention je suis en t égale à 0 et non pas en θ égale à 0, je suis en t égale à 0, hein. Attention, hein. Je suis en t égale à 0 à l'instant initial, l'instant initial, d'accord. Donc on aura ici directement 1 sixième de ml carré, mais la vitesse angulaire initiale limite qui sépare ces deux mouvements pendulaires et révolutifs, c'est oméga c. Donc là, ça c'est oméga c carré. Tout ça c'est oméga c carré. Là, j'aurai 1 moins cos 0, ça fait 1. 1 moins 1, 0. D'accord ? Égale mgl. D'où oméga c, racine de 6g sur l. Pas de problème pour définir la pulsation strictement positive. D'accord, pulsation. La vitesse angulaire de rotation. D'accord ? Racine de 6g sur l. Donc pareil que l'on peut estimer si on connaît la longueur L de la tige. G 9,81 mètres secondes moins 2. Conclusion. Ben voilà. Si la vitesse angulaire initiale que vous imposez est inférieure à oméga c, alors le mouvement sera strictement pendulaire. Si la vitesse angulaire initiale que vous imposez est supérieure strictement à oméga c, d'accord, alors le mouvement sera strictement révolutif. D'accord ? Voilà. Et on a la valeur de oméga c qui sépare ici, donc la notion ici de séparatrice, les deux mouvements pendulaires et révolutifs. D'accord ? Voilà. Je regarde, 1h20, ouais, 1h20, bon là, compte tenu, on peut peut-être rajouter 10 minutes, un quart d'heure facile, 10 minutes, un quart d'heure facile pour le temps que vous recopiez, le temps que vous mettiez en pause. Ce que j'aimerais également, c'est vous donner juste des indications pour l'exercice sur le cylindre coincé.
Comme ça, moi, ça me permettra de répondre à vos questions à l'oral selon votre avancement personnel. Vous avez fait les exos, je suppose que vous en êtes dans la réécriture. Sur le cylindre coincé, en fait, parce qu'il y a quand même une petite subtilité dans ce sujet. Je ne sais pas si vous avez pris le temps ou eu le temps de le regarder. D'accord ? Je vous donne l'énoncé, on va lire l'énoncé ensemble. Ça va permettre également ici de faire une petite pause et de lire cet énoncé. Alors, je cherche quelque chose. Voilà. Ok, alors, au niveau de cette fiche de TD, ici, qu'est-ce que l'on a fait? On a fait la chute d'un arbre, ça c'est fait, on vient de la faire. D'accord. On a fait l'approche énergétique du pendule pesant. Donc on a fait le deuxième exo. Le troisième exo également sera fait. Cylindre coincé. D'accord. Alors ce cylindre coincé, on va lire ensemble. On a un cylindre, ici, homogène. Pareil, homogène, indéformable. De centre C, centre de masse M, le rayon A, de moment d'inertie par rapport à l'axe CZ. Donc il y a un axe CZ, ici, qu'il faudra ici orienter, puisque X, Y, Z, donc respecter les doigts ici de la main droite, tel que le moment d'inertie par rapport au Z vaut ma carré sur 2. On vous donne la vitesse angulaire initiale, oméga 0. On note F, le coefficient de frottement de glissement entre le cylindre et les parois. En effet, là on aura ici le mur, là on aura le sol, donc il y a un coefficient de frottement, c'est dynamique, hein, d'accord, entre le cylindre et le mur, et entre le cylindre et le sol. D'accord, on a bien ici, voilà, des parois, ici, comme ceci, là et là. Donc on note indifféremment, oui, le coefficient F de frottement. Le cylindre est toujours en contact avec le sol et le mur, et la réaction du mur sur le cylindre est notée R, celle du sol sur le cylindre est notée R'. Alors là, il faudra faire attention. Dans votre bilan des actions mécaniques extérieures, ouais, ici, bien définir le système étude G, d'accord, donc la même rédaction que précédemment, d'accord, système homogène, indéformable, en rotation autour de l'axe, ici c'est Z, blablabla, blablabla. Quand ce qu'ils appellent réaction ici, R, réaction du mur, ici, direction du mur sur le cylindre, dans la réaction du mur, vous avez une composante normale, une composante tangentielle, hein, d'accord. Composante normale, qui traduit le fait que le cylindre ne peut pas pénétrer dans le mur, d'accord, et composante tangentielle qui traduit les frottements secs exercés par le mur sur le cylindre, d'accord. Et ensuite, comme il y a glissement, il y a une relation entre la norme de T et la norme de N. Rappelez-vous, loi de Coulomb relative au glissement, d'accord. Donc ça, il faut expliciter cette relation vectorielle, d'accord, expliciter vectoriellement sur le graphe, faire apparaître les vecteurs force sur le graphe, d'accord, ça faut absolument le faire, plus le glissement, traduire la loi de Coulomb relative au glissement, d'accord. Même chose, la réaction, ce qu'ils appellent la réaction du sol R' sur le cylindre, bah, cette réaction R', vecteur R', bah, ça sera N' plus T', pareil à expliciter, plus condition de glissement. Donc réaction, attention cette fois-ci du sol sur le cylindre, pareil le représenter sur le schéma, représenter les deux vecteurs N', T', action du sol sur le cylindre, et traduire la condition de glissement, loi de Coulomb relative au glissement. D'accord? Bon. Ça, on l'énonce. Ensuite, on continue. D'après les lois de Coulomb, que peut-on dire? Bah ouais, bah en fait, ouais. Il faut lire l'énoncé. Que peut-on dire des composantes tangentielles, ici, de R et de R'? Donc, que peut-on dire, ici, des composantes T, T'? C'est-à-dire que là, on vous demande directement, composante tangentielle, donc on vous demande, par exemple, on peut raisonner en termes de normes, hein, que dire de T et de T'? Bah, ça, c'est la loi de Coulomb. Relative au glissement. D'accord? Rappelez-vous, norme de T égale FD, norme de N. T égale Fn, ici. D'accord? Voilà. Ça va. Première question, ça va aller. Ça ne vous posera pas de problème. Par contre, deuxième question, c'est en appliquant les théorèmes de la dynamique. Les théorèmes de la dynamique. Donc là, surtout pas de théorème énergétique. Pas de théorème énergétique ici. Là, on vous impose d'utiliser le théorème de la dynamique. Trouver une équation satisfaite par la vitesse angulaire de rotation oméga de t.
pour obtenir à quel instant le cylindre va-t-il s'arrêter de tourner. Alors, équation théorème de la dynamique, là vous en avez en tête, hein, c'est le théorème du centre de masse. Pardon, je suis donné la réponse. Théorème du moment cinétique scalaire. D'accord? Donc le TMC scalaire, théorème du moment cinétique scalaire, qui lui va traduire effectivement la rotation autour de l'axe OZ. D'accord? Bon, par contre, ce théorème du moment cinétique scalaire, si vous l'avez déjà posé, va vous donner ici une équation. Rappelez-vous, ce sera du J, JOZ θ point, somme sur I des moments des forces. Là, il faut regarder s'il y a des moments non nuls. Et là, la deuxième théorème de la dynamique qu'il faut utiliser, donc là, je peux vous laisser durant on va dire, il va peut-être rester un quart d'heure sur le cours, 20 minutes, pour cette séance, de chercher, donc appliquer le théorème du moment cinétique scalaire, d'accord, et ensuite, donc je vous donnerai la correction en PDF en fin de l'heure de cet exo, d'accord, et là, ce qu'il faut appliquer, en fait, j'ai donné la réponse, c'est le théorème du centre de masse. Le théorème du centre de masse, pourquoi? Vous allez dire pourquoi il n'y a pas de translation? Bah justement, le théorème du centre de masse vous dit bah tiens, il n'y a pas de translation, c'est-à-dire que la masse du solide S fois l'accélération du point G, donc en fait c'est C ici, c'est ça, ouais, du point C dans R, d'accord, égale ici la somme des forces extérieures, donc on aura la somme des forces extérieures, sauf que l'accélération de C, le mouvement de translation, il n'y a pas de translation. Donc on aura le vecteur nul. Et en fait, ça va vous donner une équation supplémentaire qui va permettre de résoudre le système étudié. D'accord? Donc, le TMC scalaire nous donne une relation entre θ point point et voilà. Donc θ point point, bah, θ point point, c'est la dérivée temporelle de oméga. Ouais, donc on a dω sur dt, mais avec ça, on ne va pas s'en sortir. Il faut en plus appliquer le théorème du centre de masse qui nous dit que finalement, il n'y a pas de translation. L'accélération du point C dans R est nulle, factoriellement. Donc on aura une autre équation, d'accord? Et ça, je vous laisse réfléchir sur ce sujet, d'accord? Je vous donne la réponse finale. Il faut obtenir oméga de t. Où est-ce que je vais noter? Je vais noter là, tiens. Oméga de t. Donc montrer que, dans le temps qu'il nous reste, oméga de t égale oméga 0 moins 2fg sur A, 1 plus f sur 1 plus f carré, c'est un peu brouillon, désolé, fois la variable temporelle. Donc ça c'est oméga de t, réponse finale, hein. Oméga 0 moins 2fg sur a fois 1 plus f divisé par 1 plus f carré fois la variable temporelle. D'accord? Voilà. Voilà pour moi aujourd'hui, donc il y a vraiment de quoi faire, hein, ici, sur la fin du cours de mécanique du solide. La correction des deux premiers exos, donc prenez le temps de les recopier au propre. Là 1h27, ça vous laisse éventuellement le temps de chercher cet exo 3. Dans tous les cas, je vous donne la correction sous PDF, d'accord, avant la fin de l'heure, mais n'hésitez pas à me poser des questions sur cet exo. Voilà pour moi aujourd'hui, voilà pour cette séance du, je me trompe pas, on est quel jour? Du mardi 5 mai. Voilà, à tout de suite.